Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, vous le voyez, on a une invitée, Joanne Marcotte, qui lance un livre cette semaine, un livre qui parle d'apocalypse environnementale. Le 31 octobre avec Halloween, imaginez-vous. Oui, c'est vrai. Une belle journée pour lancer ça. Yes, Joanne, donc, t'as mis au monde ton nouveau petit Oui, bébé. regarde comme il est beau. Il est parfait, j'adore Oui, on peut en l'image. parler si vous voulez. J'adore l'image. Ah, ben, vas-y. Écoute, je sais qu'elle te motive beaucoup, cette image-là. Fait que ça te tente de Elle est nous en glisser un accrochante. mot. Puis les gens qui veulent se procurer ton livre, on va vous faire un Ouais, petit c'est code ça que je QR suis en pendant train de faire l'émission. live. Là. Ah, c'est bien gentil. On l'a, Fait que vous allez absolument. avoir ça ici. Exactement. Donc, c'est sur Amazon. Tu as été auto-édité. Donc, tu as fait ça au complet avec Amazon. On pourra en parler Oui. également là, du processus que tu as fait. Mais les gens peuvent se le procurer là assez rapidement. Donc, je te laisse y aller. Présente-nous ça, ce nouveau livre-là qui s'appelle... je vais te laisser dire OK. le titre. Ben, ces doutes qui dérangent, on vit dans un moment, comme vous le savez, où on ne peut pas douter de grand-chose, n'est-ce pas? On est dans la pensée de groupe, dans le consensus fabriqué. Mais là, moi, j'ai des doutes. On a des doutes, puis mais ils dérangent. Les doutes ont toujours dérangé. D'ailleurs, souvenez-vous du modèle québécois, puis pour en finir avec le gouvernement, puis les usines tranquilles. C'était tough. C'était tough. Douter de ce modèle-là, ça l'est encore, mais je réalise aujourd'hui qu'on ne s'est pas trompé. Non. Et le sous-titre, c'est l'apocalypse climatique, vraiment, est-ce qu'on vit vraiment une apocalypse climatique? Mais vous, Mme Marcotte, êtes-vous une Pardon? scientifique? Êtes-vous une scientifique, Mme Ah Marcotte? oui, c'est ça. Moi, Mme Marcotte, je suis la fille qui a fait, qui a remis en question le modèle québécois. Puis comme je te dis, je me suis pas bien trompée. Je suis une femme engagée, puis qui est curieuse, puis qui se méfie des discours officiels. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, je suis obligée de creuser parce qu'à un moment donné, je deviens agressée par des titres alarmistes de la sorte, des discours officiels, puis le narratif officiel. Je suis comme, j'achète pas trop ça. J'aime me faire une idée par moi-même. Puis je cherche. Je suis une studieuse. Je suis une chercheuse. Et puis, ben, je suis capable de lire, puis de me forcer à comprendre des choses qui normalement ne sont pas accessibles facilement. Tu sais, j'ai pas effectivement un bac en sciences du climat, si le terme existe. Et puis, ben voilà, ça donne des œuvres comme ça qui vulgarisent, puis qui présentent ma compréhension des choses aux gens, tu sais, de façon plus accessible. Puis normalement, c'est très apprécié, fait que je pense pas ben même me tromper. Et si je ne le fais pas, qui va le faire? J'en vois pas. Exact. Je vois pas ça. Je vois à rien de quelque chose qui pourrait offrir un contrepoids, tu sais, à un discours qui nous est imposé. Fait que j'aime pas bien ça. Donc, je me mets en marche, puis là, je me dis: «OK, je vais faire des blogs. Je vais lire, puis je vais faire des blogs sur ce que je lis». Mais comme pour, le modèle québécois, de temps en temps, je me revirais à Denis, puis je me disais: «Mais comment ça qu'on sait pas ça? Comment ça qu'on sait pas ça? Comment ça qu'on nous dit pas ça, ces choses-là?» Il me semble que ça calmerait un peu les ardeurs, puis ça nous donnerait une information un peu plus juste. Fait que je dis: «Ah, je vais faire un livre». OK, ma fille: Un autre livre? Tu sais? Maman, tu sais? Je me dis: «Ben oui, regarde, quand tu as à écrire des blogs, faire des résumés pour faire lire à Denis, qui lui, c'est à propos de tous ces livres-là, je vais écrire un livre, je vais structurer ma recherche, puis je vais faire ça». Fait que là, si on peut passer vite sur l'étape édition, me voilà rendue une éditrice. C'est facile, hein, en passant, d'être une éditrice, un éditeur au Ben oui. Québec. Très bon service du Bureau des Archives nationales du Québec. D'ailleurs, il y a une personne là qui est très de service, puis Attends un peu. Dans le fond, tu n'as pas
utilisé seulement que le service d'Amazon. Tu as également fait autre chose. Dans le fond, tu as ta boîte Oui, oui. d'édition à Il y a toi un maintenant, éditeur au autrement Québec qui dit. s'appelle Joanne Marcotte. Ouais. On va voir ça, ça OK. existe. Et puis, ben, ça te donne une petite obligation de demander les ISBN, parce que ce que vous voyez ici en arrière du livre, l'ISBN Ouais. qui est là, c'est eux qui te l'assignent. C'est un code international. Puis OK. tout le kit, à partir de ce moment-là, tu es l'éditeur et donc tu peux faire affaire avec plusieurs maisons de publication si tu veux. Tu sais, je ne suis pas confinée à Amazon, par exemple. Une maison d'édition même pourrait rééditer mon livre à bon lui semble, tu sais, comme bon lui semble. Moi, je suis rendue éditrice, mais c'était pas compliqué ce bout-là. Là, tu sais, et puis, ben, pour ce qui est de la suite, c'est effectivement Amazon est vraiment, tu as expérimenté ça, toi, Frank? C'est très, très facilitant tu fournis un PDF et puis il t'envoie, tu demandes des proofs, tu sais, des épreuves. Mais sur la couverture, tu as un not for resale. Et puis, ben, tu fais tes corrections, tu retournes un autre PDF pour ce qui est du volume broché. Puis voilà, tu sais, au bout de 12 heures, il est disponible. Et ce qui est encore plus fascinant avec le modèle d'Amazon, c'est que moi, par exemple, j'avais une première version du livre. À un moment donné, je l'ouvre, je fais « Oh, il y a une grosse faute ici. » Tu vas modifier ton PDF, tu l'uploads dans Amazon, puis 10 heures, 6-8 heures plus tard, quelque chose comme ça, le nouveau est en ligne, puis la prochaine personne qui le commande, elle n'aura pas la version avec la faute, elle va avoir la version corrigée. Là. Ce qui est le contraire du modèle traditionnel où, bon, regarde, on fait imprimer 500 copies de ton livre, là, les 500 prochains, ils ont la copie avec la faute. Là. On ne peut pas ramener ça au pilori puis en faire réimprimer d'autres. D'ailleurs, c'est beaucoup plus écologique comme ça. Oui, c'est oui. Parce qu'on imprime les livres au besoin. Vous commandez, on imprime. Vous commandez pas, on n'imprime pas. C'est du just in time. Fait que, donc c'est merveilleux. Puis pour le livre e-book, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Faut que tu utilises un autre outil d'eux, là, d'Amazon. Et puis là, ben là, il faut que tu fasses abstraction de la notion de page. Tes sauts de page, ils vont faut que ça coule, faut que tu vois ton livre comme une suite là, tout à fait linéaire de paragraphes, puis et puis ben là c'est ça, tu reformates, tu peux t'amuser à faire des styles aussi dans ce format-là, tu sais, fait que puis là tu as la couleur, ceux qui achètent le e-book ils ont la couleur, tu sais, fait que c'est le fun, mais c'est un bon exercice de repasser à travers ton texte dans cet outil-là pour fabriquer le e-book. Mais ça se fait. Là. Si je l'ai fait, c'est parce que ça se fait. Là. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet-là, Joanne? Parce que je vais te confier quelque chose. J'ai eu à un moment donné un peu une puce à l'oreille parce que je suivais ce que tu commentais et repartageais sur Twitter. Puis là, je voyais qu'il y avait comme un genre de fil directeur, mais je ne savais pas que ça allait aboutir à un bouquin. Je me suis dit, bon, peut-être si elle prépare un article de fond ou quelque chose pour son blog. Ou, je ne le sais pas, mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un sujet particulier qui revenait, puis ça m'a un peu aiguillé. Mais si je me fie à ça, ça fait quand même un bon moment là, que tu es là-dessus. Là. Oui. J'ai commencé à lire Michael Schellenberger. D'ailleurs, on suit 4 auteurs, 5 scientifiques là-dedans. Là. Je vous les présente. Dans le livre, c'est comme ça que je procède. Je présente ces 5 personnes-là. Et puis, ben, leur pedigree et ce qu'ils disent sur tel sujet. Puis, tu te rends compte que eux, ils ont des avis qui divergent, mais en réalité, ils convergent contre le consensus, le narratif officiel. Donc, j'ai vraiment un beau contrepoids, là, un beau... j'ai commencé à lire Schellenberger pour répondre à ta question il y a peut-être 2 ans. Puis, Apocalypse Never. Après ça, il y avait False Alarm de Bjorn Lomborg. Oui, et qui était très bien aussi. Ça c'en est un des premiers, hein, qui a riposté à une espèce de lubie, net zéro et tout ça. Là. Il est vraiment dérangé par le fait qu'on investit autant dans le net zéro, alors que les problèmes, quand tu regardes la planète dans son entièreté, ben c'est la fin FAIM dans le monde. Tu sais, c'est le froid qui tue.
ce sont les maladies, c'est des trucs comme ça. Puis lui, il est horrifié par le fait que là, maintenant, il y a une direction qui est commandée par des Nations unies, une instance de non-élus qui impose des directives, dans le fond, de mitigation, de réduction des CO2, alors que lui ne voit pas ça du tout, du tout. Il voit que ça n'a aucun effet. C'est démontré dans le livre. Bref, il y avait lui aussi que je lisais. Puis, il y avait, bon, Koonin. Stephen E. Koonin, c'est l'ex, attends un peu, là, je l'ai écrit parce que c'est long. En tout cas, le gars travaillait au département de l'énergie, puis était l'ex-sous-secrétaire du département de l'énergie dans le gouvernement d'Obama. Fait qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un qui est d'extrême droite. Et lui, il est horrifié par la couverture médiatique. D'ailleurs, tous ces gens-là débutent leur livre avec des citations catastrophistes, alarmistes, et puis ils sont profondément indignés des conséquences de ça sur la santé mentale, sur l'effet que ça a on déresponsabilise nos gouvernements en faisant ça, parce que là, tout devient la faute des changements climatiques. Si je me trompe pas, quand tu commences ton étude, il y a 2 ans à peu près, par rapport à ce livre-là, c'est à peine si on parlait d'éco-anxiété à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, on en parle énormément, beaucoup. Puis là, tu dis, OK, vous avez créé un phénomène, maintenant qui est un phénomène plus connu, puis qu'on parle plus dans les médias, puis même qu'on pousse dans les médias maintenant. Mais je veux dire, il y a des conséquences sur la psychologie des êtres humains, ce qui se passe à ce niveau-là médiatique. Puis eux autres le voyaient venir. Yann, ça fait longtemps là, que des gars comme Lomborg, ça fait très longtemps qu'ils prêchent dans le désert. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise qui a donné le bouquin après, je parlais déjà de lui. Puis tu vois son livre que je citais à l'époque, c'est Environmental Alarmism. Ça, lui, il date de 2012. Et c'est dans ce livre-là où il disait arrêter avec les affaires de limite à la croissance puis tout. Puis là, il prenait toutes les prédictions qu'a faites dans les années 70 le Club de Rome sur il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de zinc, il n'y aura plus de mercure, et il montre comment ils se sont complètement gourés parce qu'ils avaient ils ne pouvaient pas prendre en compte une variable qui est indéterminée, que tu ne peux pas prendre en compte pour le futur, c'est le progrès technologique. Il disait, puis il donne une année l'exemple du mercure, puis il disait, ben à l'époque, il prédisait, mettons, qu'il n'y aurait plus de mercure en telle année parce que le mercure, tu as utilisé dans tel type de truc. Finalement, le progrès technologique a fait qu'on a enlevé le mercure de plein de choses. Donc, ça a baissé la pression sur les stocks. Et puis, en plus de ça, on a découvert d'autres gisements. Puis, il fait la même chose avec l'or. Et il montre comment ces gens-là se sont gourés complètement. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui prônent qu'on n'a pas ce qu'il faut pour alimenter la planète, les humains. Vous avez vu passer Vincent, votre truc, puis il a écrit quelque chose là-dessus. J'en fais mention, comme de quoi on produit maintenant des aliments suffisamment pour tout ce qu'il y a d'humain sur la Terre et encore plus. Donc, et puis après ça, il y a eu un livre là, j'étais toute bien organisée. OK, j'avais classé mes thèmes, puis tout le kit, puis là. Puis là, à un moment donné, arrive un livre d'une femme, Judith Curry, Curry. Et son livre s'appelle Uncertainty and Risk. Puis c'est une climatologue. Elle était, très pro-GIEC, IPCC, là, vraiment, elle les défendait à l'os. Puis à un moment donné, il y a eu le Climate Gate dont je fais mention dans le livre. Et puis là, elle a dit, oh non, là, mes intuitions sont bonnes, je vais respecter mes intuitions et puis je vais commencer c'est complètement... Michael Mann l'a détruite professionnellement, cette femme-là. Michael Mann, c'est le gars qui... Le plus alarmiste de la planète Terre, là, il s'appelle Michael Mann. Puis, il est très, très, très partisan, puis il est très vindicatif si le mot existe, là, je ne suis pas sûre, Denis me dirait, ça ne s'applique pas, mais en tout cas, contre les personnes qui critiquent le consensus, le narratif officiel. Puis ça, il amène le combat au personnel, autrement dit. Là. Il amène le combat très personnel. Oh mon Dieu, oui, il leur fait perdre le job, là, carrément. Là. Il leur fait perdre des opportunités de publier dans les revues. Là. Ça se compte, là, je le compte. Là.
parce que c'est un exemple parmi d'autres, là, tu sais. Et puis, je me mets à lire ça. Christophe, tu sais, je disais, je peux pas lire ça. Je peux pas lire ça. Ça vient d'une femme à 70 ans. Je l'admire au max. Elle est obligée de se dissocier de sa carrière universitaire à cause de ça, tu sais. Puis là, maintenant, elle a sa propre entreprise. Fait que je dis, OK, je vais lire ça. Mais elle parle de d'autres personnes, OK? Elle parle de d'autres personnes, mettons un Bernie Lewin, qui écrit un livre sur l'histoire du GIEC. Ben ouais, qu'est-ce que tu penses? Faut que je lise ça. Fait que là, je lis ça, puis là, j'apprends d'autres affaires. J'apprends toute l'interne du GIEC, comment ça s'est construit, qui sont les personnages principaux. Fait que c'est vraiment intéressant. Le titre de son livre, vous allez rire, ça s'appelle « Searching for the scare ». Searching for the scare. Parce qu'il fallait faire peur, OK? Il fallait, pour que les argents publics se déploient, il fallait qu'il y ait une peur, parce que de même, ça marche, tu sais, la politique. Fait que, Oui. en tout cas, fait que je me suis tapé ça, puis j'ai fini par écrire, structurer tout ça, puis faire écrire. Fait que, OK, j'ai parlé du monde de l'édition, Amazon. Si vous voulez éditer, franchement, c'est une belle expérience. Et puis, ben voilà. Moi, ce que j'ai aimé en tout cas dans la présentation, parce que tu as fait une publication sur ton blog où il y a un petit texte qui explique un petit peu, là, je pense que c'est comme la 4e de couverture du livre. Là, vous comprendrez que ça vient d'être annoncé. On l'a pas lu encore, là, donc ça va être une activité des prochains jours, prochaines semaines. Là. Mais ce que j'aimais, c'est que tu fais référence justement à l'éco-anxiété en arrière. Oui. Puis, nous autres, on en parle souvent dans le podcast, là, et chaque jour, c'est pas une blague ce que je vous dis, chaque jour, on a des exemples de gens carrément en meltdown là, dans les médias. Là. Et c'est des dommages psychologiques qui ont l'air quasiment permanents. Tu vois, il y avait un article de Radio-Canada dans le Journal de Montréal, j'en ai parlé hier. Dans ma chronique avec Dominique Moret, où on parle d'une dame là, qui souffre d'éco-anxiété, puis qu'elle milite dans un espèce de mouvement pour l'urgence climatique. Et à l'intérieur, il y a un sondage, et je ne vous niaise pas, là, les résultats du sondage disent que la 3e cause qui fait que les gens sont stressés, là, à 49 %, ce sont les changements climatiques. Et dans le sondage, on nous dit qu'il y a, écoutez bien ça, 55 % des répondants qui nous disent en avoir des fois du mal à dormir la nuit. Oui, ouais. Et là, bon, on pourrait critiquer les résultats de tout ça de toutes sortes de manières. Là. Ce que je disais, moi, c'est que je trouvais ça très paradoxal qu'on nous présente un sondage comme ça où des gens ont de la misère à dormir la nuit, mais qu'en même temps, on nous dit que le Québec est le champion du bonheur. Là. Moi, si tu es heureux, normalement, tu ne pètes pas sous le stress puis tu dors la nuit. Là. Mais ça, laissons ce détail-là de côté. Ça reste quand même qu'on voit les effets puis les propos qu'on voit tenus par des gens, puis qui s'est relayé dans le Journal de Montréal, dans la presse, dans Radio-Canada, c'était des choses que moi, je me souviens quand moi, j'allais au cégep à la fin des années 2000, c'était des trucs qu'on entendait, mais de la part de gens, par exemple, qui faisaient des programmes en environnement ou qui étaient dans des concentrations de sciences humaines axées sur l'environnement. C'était des trucs très nichés, de militants, où tu avais un professeur de bio un peu crackpot qui parlait de tout ça. Mais là, c'est comme si ce discours-là, qui était très niché, très concentré dans des cours de cégep, dans des facultés à l'université, c'est comme répandu. Et là, maintenant, je ne sais pas, moi, tu peux avoir la personne qui travaille au Maxi, qui a de la misère à dormir la nuit parce qu'elle est surexposée à cette espèce d'anxiété, en fait, des informations complètement anxiogènes. Puis je pense que ça a été une de tes motivations, là, de ce que je comprends. Toi, tu grosse motivation. Grosse motivation, parce que, puis je te dirais qu'elle est partagée vraiment par l'ensemble de ces auteurs-là. Il n'y en a pas un qui ne parle pas de l'angoisse des jeunes, de l'éco-anxiété des jeunes. Ils en parlent tous. Ils sont horrifiés par l'effet de cette propagande exagérément alarmiste, là, alors que dans les faits, vous lirez, je veux dire, on peut se calmer. On peut vraiment se calmer. Et à quelque part, c'est
le pire là-dedans, c'est que tantôt, je parlais des conséquences sur l'éco-anxiété, des conséquences sur la déresponsabilisation des gouvernements, mais il y a des conséquences sur l'environnement aussi. Parce que là, c'est plus important de parler de l'environnement, la qualité de l'air, la qualité des eaux, la pollution, les particules dans l'air, là, suite à, je sais pas moi, des processus de manufacture de produits ou de trucs comme ça. Maintenant, c'est le CO2 l'ennemi. On a complètement monopolisé les énergies vers le CO2, alors que le CO2, c'est la nourriture du vivant. OK? C'est pas un polluant. Il est toxique en absolument rien. Mais maintenant, on est focusé là-dessus et c'est lui l'ennemi. Ce ne sont pas des gouvernements irresponsables qui font en sorte que, par exemple, à Baie-Saint-Paul, on ne fait pas ce qu'il faut pour protéger les rives. Et là, quand il arrive des inondations, parce qu'il en arrive de tout temps, c'est pas nouveau, ben là, on n'a pas fait ce qu'il faut, même si il aurait fallu peut-être protéger une certaine portion, dans le Virant, là, mais c'est expliqué ça aussi, là, il y a quelqu'un qui avait fait un très, très bon article dans la presse, je l'ai récupéré parce qu'il expliquait trop bien l'affaire. Comment est-ce que nos gouvernements répondent pas aux vrais besoins, d'adaptation, parce que le truc, c'est vraiment de miser sur l'adaptation au changement climatique. Maintenant qu'on est des pays riches, on peut faire ça. Mais c'est pas parce que c'est des nouveaux événements météorologiques extrêmes, ça a toujours existé, tu comprends? Oui, l'éco-anxiété, puis la motivation, c'était parce qu'en plus, rajoute à ça ce qu'on a fait vivre aux jeunes pendant la pandémie, là, moi, j'ai dit wow, c'est rendu immoral. Tu sais, je comprends que la business des médias, puis d'Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, je comprends là, qu'ils veulent des clickbait, puis ils veulent du financement, puis ils veulent, ça pogne. Mais là, à un moment donné, il faut que tu te poses la question, c'est quoi ton rôle dans la société? Quel effet que tes propos ont sur le psyché d'une nation ou des jeunes et tout ça? Puis là, vous avez fait assez de dégâts, là, tu sais, là. C'est comme, là, celui-là, là, je vous le laisse pas passer, là, tu sais. Fait que tous les journalistes devraient lire ce livre-là. Tous les chroniqueurs en environnement devraient lire cela. Ils n'ont plus le droit de parler sérieux, là. Je suis sérieuse, je ne suis même pas prétentieuse quand je dis ça, là. Tu n'as pas le droit d'écrire, de parler de crise climatique si tu n'as pas lu ce livre-là, OK? C'est pas moi qui parle dans ce livre-là, là. C'est le contrepoids que vous n'offrez pas. Je vous l'offre. Lisez-le, OK? C'est ça qui est mon message. Fait que je fais une lecture de parenthèse, mais ça me choque trop. Ça me choque vraiment. Bref. Mais est-ce que ton point dans tout ça, autrement dit, c'est pas. Premièrement, il y en a qui vont dire OK, t'es une climato-sceptique carrément. C'est pas ça que tu as fait du tout. Ce que tu remets vraiment en cause, c'est l'attention médiatique qui est dédiée à un mono-sujet. Oui. Puis l'exagération qu'on fait de ce sujet-là, qui a toutes sortes de conséquences négatives dans nos vies, il y a toutes sortes de conséquences négatives dans les choix gouvernementaux d'allocation de budget qui sont faits également. Puis, grosso modo, tout ce que tu fais, c'est de dire, ben justement, ayez donc le contrepoids dans vos médias. Ayez donc des gens sains d'esprit qui ne sont pas éco-anxieux, puis qui ont confiance en l'avenir un peu, qui vont venir vous dire non, on va être capable de s'adapter, il y a des choses qu'on va être capable de faire, voici qu'est-ce que la technologie pourrait régler, des choses comme ça. Ayons confiance en ce que l'humain a toujours réussi à faire, c'est de se sortir des problèmes que parfois il a lui-même créés, mais que parfois on n'a pas juste fait du mal non plus, on a fait beaucoup de bien. En fait, ça va mieux. Ben exactement. Ça, c'est le fameux discours là, de factfulness là, qui est toujours, qui revient toujours dans cette histoire-là. Ce que tu te rends compte, c'est que les gens qui sont un peu dans notre clan politique, qui favorisent un peu le libéralisme, on est dépeints comme des gens négatifs qui chialent tout le temps, qui sont pas, qui remettent des constats scientifiques en question, qui sont on est vraiment des mauvaises personnes. Alors que fondamentalement, qu'est-ce qui est en arrière de notre discours, c'est un certain optimisme dans la puissance des êtres humains de s'améliorer puis d'aller dans la bonne direction. Fait que t'es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis, le portrait qu'on fait des gens comme toi, des gens comme nous, est tellement loin de la réalité parce que, je veux dire, ça fait des années que je te connais puis je sais que fondamentalement, tu es une personne extrêmement positive.
Fait que, tu sais, c'est ça qui me fascine un peu. Puis, regarde la job aussi que tu as fait. Je veux dire, tu nous as tous dit que tu étais à la retraite dans les dernières années. Je veux dire. Ben, je suis tranquille un bon bout de temps. Ouais, je sais, tu as fait de la peinture un peu. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, t'es revenu quand même dans tes vieilles amours. Tu as mis beaucoup d'efforts dans un livre que tu as produit. Puis, je sais pas ça va être quoi la réception. Je pense qu'on va essayer de t'ignorer. Oui, je pense que oui. Je pense que ça va être ça, oui. Mais On devrait pas. On devrait pas, sérieusement, t'ignorer. ben, Je pense que tu mériterais d'être capable d'exprimer ton point de vue face à des gens qui sont réellement anxieux, ces plateaux de télé, là. oui, effectivement, mais je l'ai offert à plusieurs personnalités médiatiques. Puis, ouais, ils sont curieux. Je leur ai envoyé le livre, il n'y a pas de doute. Fait que ça va bien de ce côté-là. Mais de là peut-être qu'il va y avoir un petit déclic quand ils vont le lire parce que dans le fond, c'est pas des niaiseux, là, c'est les gens que je rapporte ici, là. C'est vraiment des personnes songées, soucieuses, ouais, c'est ça. Puis confiantes, oui, en l'humanité. Puis ils ont la foi que l'homme, de tout temps, a toujours résolu des montagnes de défis. Fait que ça va arriver aussi. Fait que le livre il est structuré un peu comme ça. J'ai pas C'est curieux parce que je parle du CO2 en tout dernier parce que je voulais vraiment pas focuser là-dessus. Je voulais connaître, OK, pourquoi on est arrivé là, puis c'est quoi cette science-là exactement? Ça repose sur quoi exactement? Et puis, fait que dans les premières sections, je présente mes auteurs. Après ça, il y a 2-3 chapitres là, qui peuvent être un petit peu plus ardus pour des personnes qui aiment moins les graphiques parce qu'il y a du data là-dedans. Là. C'est qu'est-ce qui est le climat exactement, comment on le mesure, etc. Puis ça réchauffe-tu ou ça réchauffe-tu pas? C'est quoi la contribution de l'activité humaine dans ce réchauffement-là? On est-tu vraiment sûr que c'est le Pas des CO2? consensus? Oui, le fameux consensus. C'est quoi le vrai consensus? Parce qu'il y en a un. Il y en a un. Je le présente bien en chapitre 7. Mais il est mince. Il est plus mince. Il est mince. Il est mince, mais il existe, puis on peut travailler à partir de ça. Tu sais. Alors, puis après ça, ben, élaborer des solutions qui sont plus d'ordre d'adaptation aux événements extrêmes, mais peu importe. Est-ce que tu parles un peu de l'usurpation dans ton livre du mot science par les médias? Parce qu'ils se décrivent comme étant des gens qui respectent la science, alors qu'en réalité, on est tout le temps dans le doute de ce côté-là. Ben oui, puis Yann, encore récemment, le gouvernement du Québec avait une espèce de comité de scientifiques là, qui doit y faire des recommandations sur le climat. Et là, on nous disait, hey, telle personne a claqué la porte du comité scientifique. Et là, on nous présente cette personne-là comme un scientifique. Je regarde le CV, la personne a une maîtrise en philo, puis un genre de diplôme en administration publique. Je veux dire, en quoi cette personne-là est plus un scientifique que moi, que Joanne, que Joey ou que Yann? C'est comme si les gens qui sont des activistes de ce milieu-là sont comme étiquetés comme scientifiques ou par. Puis là, tu n'as pas le droit de contester quoi que ce soit, c'est Ben, ça. c'est ça. Pourquoi Non, Greta pour eux, Thunberg la peut écrire science, un livre, mais pas Joanne? non, c'est ça. Pour eux, c'est la science, c'est pas une religion, OK? C'est pas quand tu dis tu crois-tu au réchauffement climatique, ça va pas. Qu'est-ce qui te fait dire que la planète se réchauffe? OK? Fais-moi une démonstration. Mais est-ce que tu crois à, puis on peut pas remettre en question? Parce que la science, c'est pas une religion. La science, c'est un processus de découverte. C'est un processus, Judith Curry, elle dit bien, elle dit, it's a process where people argue. They argue, OK? Ils s'obstinent. Parce qu'il y en a un qui fait une étude, l'autre le revise, et puis, ben, ils prennent plaisir à ça. Puis nous, on gâche totalement leur plaisir, OK? En disant, ben non, voilà, c'est ça le cadre, c'est ça qui est ça. Puis, mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Et ce sont eux qu'on tag comme des complotistes ou des négationnistes du réchauffement, des trucs comme ça. Non, ce sont eux les vrais scientifiques. T'sais? Puis à quel point dans le GIEC, on leur met une pression pour ne pas diverger trop
du narratif, tu sais, et puis c'est biaisé là, quand même, là, les recherches qu'il cumule, c'est excessivement biaisé, et ça aussi, il le rapporte. Non, c'est ça, tu rentres dans la politique du GIEC, parce qu'il faut se souvenir de quelque chose. GIEC, de la même façon que IPCC, là, le I, il veut dire intergouvernemental. C'est un organisme de gouvernement, c'est un assemblage de gouvernements qui passe des commandes pour avoir des recherches sur l'état du climat, mais qui influence drôlement, parce qu'à la fin, le rapport sommaire, il est écrit par eux autres. Ça, on ne dit pas assez souvent. Ils révisent ligne par ligne. Il est écrit par eux. Donc, et on top of that, ben là, met Antonio Guterres qui sort avec la planète pleure, la planète brûle, la planète bouille, les portes de l'enfer et tout ça. C'est vraiment, vraiment indécent pour eux, là, ça. Là. C'est indécent parce que il y a le GIEC parce qu'il y a 3 groupes dans le GIEC. Il y a le groupe qui se penche vraiment sur les recherches sur l'état du climat, et puis ça passe assez bien pour eux. Quoique ils critiquent énormément, il n'y a pas de processus de révision par des pairs là-dedans. En tout cas, bref, vous allez tout apprendre ça. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on construit un narratif. Ils sont des génies, ce sont des génies en termes de marketing, là. Puis vraiment, puis appuyés par des gouvernements, ils ont le cash aussi, là. Ils ont le cash, ils ont des Trudeau, tu sais, le profil parfait là, pour transmettre. Ils ont des cruches à remplir, là. Il faut le dire, là, ça fonctionne comme ça. Là. Ils ont des cruches à remplir. Et comme les politiciens qui sont là avec aucune substance, puis eux autres, ils attendent de se faire remplir. Là. Mais moi, j'ai peut-être un dernier point avant qu'on passe à... Il ne faudra pas oublier la couverture aussi. Ah oui, je vais l'expliquer. OK. Oui, OK. Donc, dernier point, ton premier livre, pour en finir avec le gouvernement, et il y avait aussi le documentaire L'illusion tranquille. Bon, on t'en a parlé au début. Moi, je trouve qu'il y a un lien direct entre les deux pour les gens qui nous écoutent, qui sont au Québec. C'est que le prétexte environnemental ou la question environnementale fait ressurgir le modèle québécois, mais dans sa manifestation presque la plus absurde, un peu ce qu'on a vu aussi durant la pandémie, c'est-à-dire que l'illusion de l'État maternel ou paternel qui arrive et donne dans la micro-gestion du quotidien. Bon, monsieur un tel qui arrose ses fleurs, il est en train de faire sauter à terre parce qu'il gaspille l'eau. C'est rendu fou, vous passez votre tondeuse, il faudrait faire une loi pour que votre tondeuse soit électrique ou que vous ne la tondiez pas entre le mois de mai et le mois de juin. Tu sais, ce genre de folie-là, c'est pas pour rien qu'au Québec, on sent... Moi, je le dis aux auditeurs, puis après moi, Joanne va être d'accord avec ça aussi, mais je fais une revue d'actualité du lundi au jeudi, puis je le fais souvent le vendredi aussi, et je lis des médias partout dans le monde. On est clairement l'une, sinon la place la plus malade mentale pour les affaires environnementales. Non, mais on est de loin les plus mongols de la place, je vous le dis. Là. Des affaires de tondeuse, puis tout, moi, j'ai jamais vu ça dans le Wall Street Journal, j'ai jamais vu ça dans le Figaro, j'ai jamais vu ça dans le Guardian, j'ai jamais vu ça dans le Telegraph, j'ai jamais vu ça dans le National Post. Et l'importance de comprendre la première partie de ton travail, puis de ce que tu as écrit, je pense que c'est important là, de comprendre ce que c'est que le modèle québécois, le gouvernement, parce que sans ça, vous pouvez pas. Sans ça, ça paraît juste absurde. Mais c'est absurde, mais en arrière de ça, il y a quelque chose quand même. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Oui. D'ailleurs, au lancement, il me reste des boîtes ici pour en finir avec le gouvernement. Fait que je vais vendre le livre 15$ ce soir-là, là, puis ça viendra avec une copie du livre pour en finir avec le gouvernement. Puis le reste, je vais vous les offrir parce que là, ça prend... Faut que ça sorte de la maison. Hein? Non, je n'irai pas à la maison, exact. Écoute, ta page couverture, je la mets à l'écran. OK. Bon, création fleg. Création fleg, wow. Oui, puis c'est vraiment le fun, le processus avec lequel on a fait ça. C'est que il a lu le livre, puis je pense qu'il y a des chapitres qui l'ont plus frappé que d'autres. Fait que j'ai dit, envoie-moi des esquisses, tu sais. Fait qu'il m'envoie 5 esquisses. Denis, il les aimait toutes. Toute la gang. Oh wow, tu sais. Puis là, moi, c'est la dernière, c'est celle-là que je me disais, OK, ça parle vraiment parce que
Ben, c'est sur fond noir. L'agenda des Nations unies, c'est vraiment un agenda de décroissance. Hein? C'est pas mon invention, cela c'est maintenant écrit dans les rapports. C'est dans les rapports des groupes 2 et 3. Là. Mais c'est un agenda de décroissance. Donc, on coupe les facteurs de prospérité et de création de richesse, et on se retrouve un peu à reculer au niveau des énergies, et donc on est dans le noir. C'est vraiment un recul. Donc le noir symbolise un recul, une décroissance, et là on en est rendu à s'éclairer à la chandelle. Tu sais. Fait que je les aimais beaucoup, les chandelles. Puis là, bien évidemment, tu as une prêtrise, tu sais, les chapeaux de l'Inquisition, parce que là, tu as une science, entre guillemets, qui n'en est pas une, mais une science, un narratif, quelque chose qui ne bouge pas, qui est protégé par des institutions donc, ils sont intéressés. Puis, remarquez, la planète est cadenassée, OK? La planète brûle, là, il y a un cadenas après ça. Tu peux pas changer ça, OK? La planète brûle, vierge, là, tu sais, comprends ça? Fait que là, tu as le personnage que j'adore, là, je l'aime tellement, parce que je me suis tellement attachée à ces personnes-là qui m'ont instruite, tu sais, que là, je me dis, ça, c'est le scientifique, la personne que je raconte là-dedans. Remarquez qu'il est vieux, il est indépendant de fortune ou il est totalement autonome. Il arrive avec ses rapports, son crayon en dessous dans l'oreille, là, tu sais. Puis, il est là, puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il pose une question? Il veut-tu juste poser une question, tu sais? Puis, ou bien il dit, ou apporter une correction, puis là, il y a ses preuves à l'appui dans son bras, tu sais. La petitesse aussi par rapport à cette espèce d'énormité bureaucratique, parce qu'on est devenu une, là, du GIEC et des Nations unies. Bref, parce que ce bout-là, là, mais fermeture de parenthèse, OK. Mais bref, il est tout petit par rapport à cette institution-là. Puis checkez-leur la face, toi. Je veux dire, il n'y a rien de gay là-dedans, là. Ouais, mais moi, ça m'a fait penser aussi, quand j'ai vu l'image avec les trois curés en vert, ça m'a fait penser à l'image de la conférence de presse de 13 heures avec Legault, Arruda, puis les faces de Karen qui regardent, là, ceux qui posent des questions. Attention de poser la bonne question. Là, parce que faudrait pas que vous scrapiez le texte que j'ai écrit avant. Là, oui, c'est ça. Là. Ça, c'est le communiqué de presse, OK? Fait que, ouais, c'est ça. C'est vert. Le vert, j'adorais son vert parce que après avoir reçu les 5 esquisses, j'ai demandé d'avoir un petit peu plus de détails sur celui-là. Il était plus en mais là, le vert est apparu. Je disais, ben, tabarouette, là. Fait que quand j'expliquais ça à Flegg, comment j'appréciais son dessin, puis tout. Lui, il partait à rire, il me disait, c'est drôle, des fois, on fait des dessins, puis on voit pas ce que les autres voient, mais c'est le fun d'avoir du feedback, tu sais. Il y avait là-dedans que pour moi, plein de choses, probablement qu'il l'a fait inconsciemment ou je sais pas quoi, mais c'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je peux-tu poser une question? Est-ce que je peux contester? Est-ce que je peux apporter des éléments nouveaux, tu sais, à cette science-là? Eh bien, non, la vision est cadenassée. Je trouvais ça génial. Écoute, avant de passer, on va passer à la partie Patreon. Joanne, juste mentionner aux gens le lancement officiel du livre, le lieu, comment ils font pour signifier s'ils viennent ou tout ça. Peut-être juste donner l'info. Oui, c'est ça. Ben, c'est le 8, mercredi prochain. C'est à la scène Le Bourgneuf. C'est là où vous avez fait votre live du mercredi soir à un moment donné. Il y aura des livres, évidemment, 15$ pour les deux. Et puis, l'important, ce serait d'aller sur la page Facebook de l'événement, signifier votre présence, parce que là, moi, en rapport avec ça, je vais avoir des livres en conséquence. Tu sais. Fait que, puis voilà, puis je pense, ça va bien. Je pense que, ben là, je commence, vous êtes les premiers à qui je parle. Je vais aller à Moret jeudi.
Je vais aller chez Jérôme Landry. Myriam Segal aussi, très intéressée, une femme que j'admire beaucoup. Je vais parler avec elle dimanche. Lundi, je vais être chez Jeff. Fait que, tu sais, ça va faire le tour. Peut-être que là, ça va... Mais oui, ça va être bien fun de se revoir parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps la même gang qui est intéressée à ces trucs-là. Mais aux personnes qui sont pas nécessairement dans le groupe puis qui visionnent ceci, là, c'est quand même vulgarisé, là. OK? C'est accessible. Puis dans le cas où peut-être les graphiques, ça vous rebute, passez au chapitre 5, puis là, vous allez rentrer dans le merveilleux monde politique du GIEC, tu sais, puis vous allez rentrer dans les solutions. Puis, ouais, c'est ça, fait que, oui, je suis assez contente, ça va être mon legacy. T'as pas dit l'heure pour le 8, par contre. Pardon? C'est à quelle heure à la scène? Ah oui, à partir de 5 heures, je vais être là. À partir de 5 heures. Parfait. Ouais, donc, on va mettre le lien dans la description du podcast. Là. Les gens, vous avez juste à aller dans les détails. Vous pourrez cliquer sur l'événement, aller signaler que vous allez être présent. Comme ça permet à Joanne d'organiser ses inventaires. Ah oui. Nous, on va te garder quelques instants pour la partie. Bouge pas, il y a quelque chose de bien important qu'il faut que je dise. Denis va me présenter. OK, ben là, non, mais là, tout le monde, Denis, vous n'avez pas le choix. Denis Julien Ponnecheux sur Twitter va me présenter. Oui, il y a comme un one-man show là, avant. Là, fait que, c'est ça. Fait que c'est ça, on garde, Joanne, quelques instants pour la partie Patreon, parce que hier, imaginez-vous donc que je suis allé voir le film qui a l'air de faire capoter plein de gens, autant positivement que négativement. Donc, le film Testament de Denis Arcand. Joanne l'a vu aussi, donc on va en parler quelques instants dans le Patreon.